Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Alors je suis très heureux d'ouvrir cette table ronde qui a la particularité de s'inscrire cette année à la fois dans le cadre de la 13e Université d'été éthique et maladies neurologiques évolutives et de la 5e édition donc, du Festival des sciences et des arts organisé par Aix-Marseille Université. Cette collaboration s'inscrit dans la volonté de croiser les regards autour de ce thème, puisque pour cette 5e édition, nous avons souhaité ouvrir le dialogue sur la place du corps, qui fait l'objet de nombreux questionnements dans nos sociétés. Il nous permet de nous interroger tout à la fois sur notre rapport à l'intime, mais aussi de questionner le corps comme un objet d'enjeu politique, d'expression artistique et sportive, ou encore comme un objet ou un sujet de soin. Alors le thème de cette table ronde, l'accompagnement de la fin de vie, est loin d'être un sujet facile. Il concerne la continuité du cheminement de la personne dans sa maladie. Cet accompagnement nécessite une démarche continue, respectueuse, attentionnée. L'hospitalité des structures de soins dont il a été question en début d'après-midi sont déterminantes à cet égard. J'avais déjà eu l'occasion d'intervenir lors de l'université d'automne qui s'était tenue à Marseille en novembre dernier et de rappeler que ces maladies neurologiques évolutives comme Alzheimer, Parkinson ou la sclérose en plaques constituaient pour nos sociétés un enjeu de santé publique et un enjeu éthique de tout premier plan. Un seul chiffre, puisque le 21 septembre sera la journée mondiale de l'Alzheimer, c'est environ 1 million de personnes qui sont concernées en France, et par ailleurs on estime que 225 000 nouveaux cas sont diagnostiqués tous les ans. Et cela ne concerne donc que notre territoire. Voilà, alors on voit bien que la mobilisation autour de cette cause particulière et des autres maladies neuroévolutives doit dépasser le seul espace institutionnel du soin, d'où la présence en ouverture ce soir à cette table ronde de médecins, mais aussi d'enseignants-chercheurs, de philosophes, de chercheurs en sciences sociales pour nous permettre de croiser nos regards et d'apporter un éclairage sur le rôle des proches et des soignants. À ce titre, je remercie l'implication de nos collègues Pierre Lecoz, Marie Gaille et Fabrice Gézil. Si ces thèmes nous touchent autant, c'est souvent parce qu'ils nous renvoient bien souvent à notre entourage direct ou indirect, à nos proches qui vivent ces maladies au quotidien, à la fin de vie. De nombreux films ont abordé ces dernières années avec beaucoup de sensibilité et de délicatesse ces situations. Je pense à Vortex. Et ce soir, vous aurez la chance de pouvoir visionner un extrait du film de notre collègue Pascal Césaro, Une maison au bord du monde, qui traite justement de ce sujet de l'accompagnement et de la maison, ce centre spécialisé situé à Gardanne, imaginé et conçu dans une logique de prise en charge globale et respectueuse de la personne. Mais je pense que Pascal vous en parlera bien mieux que moi. Voilà, je ne serai pas plus long. Merci d'avoir accepté de participer au Festival d'Aix-Marseille Université et à cette université. Et bonne table ronde à toutes et tous. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Et d'abord, merci au président de nous avoir témoigné de l'importance qu'il attache à nos travaux par sa présence. Et puis, comme il l'a dit à l'instant, il est vrai qu'on croise ici deux événements, puisque d'un côté, au Pharo, nous avons une réflexion sur les maladies neuroévolutives, et ici, une réflexion sur le corps. Le point d'intersection, c'est grâce à Marilyn que nous l'avons trouvé, puisqu'on s'est dit qu'au fond, le corps, il vieillit, le cerveau aussi vieillit, et que peut-être on a deux événements qui peuvent, à un moment donné, croiser leur route ici à Marseille, et c'est ce que nous avons fait ce soir. Nous allons entendre trois personnalités impliquées dans la réflexion sur la fin de vie, plutôt orientées autour de la maladie d'Alzheimer qui hante toutes les familles,
Chacun redoute cette maladie. Et on peut se demander s'il faut contrôler la temporalité ou est-ce qu'il faut accepter la vie comme elle est. C'est un peu la question qui se pose, par exemple, au législateur lorsqu'il réfléchit pour autoriser ou pas l'aide à mourir. Nous savons qu'avant la dissolution de l'Assemblée nationale, la France s'était engagée dans cette voie. Mais il y avait une question qui n'avait pas encore été traitée au Parlement, c'est celle de savoir si l'on peut consigner dans des directives anticipées une demande d'aide à mourir pour le cas où on aurait la maladie d'Alzheimer et le moment auquel on aimerait pouvoir bénéficier d'une euthanasie. Mais alors, est-ce que si on légalise l'euthanasie, est-ce que l'on va contrôler la temporalité de la maladie, de la fin de vie, ou est-ce qu'on ne va pas faire naître de nouveaux problèmes éthiques? Alors, prenons le cas d'un patient atteint d'une maladie d'Alzheimer aux Pays-Bas, premier pays en Europe et au monde d'ailleurs qui a autorisé l'euthanasie il y a 20 ans. Eh bien, les personnes peuvent demander l'euthanasie, mais il faut qu'elles précisent à quel moment exact elles veulent qu'on les euthanasie une fois qu'elles seront avancées dans la dégradation cognitive. Donc, par exemple, le jour où je ne reconnais plus mes proches. Mais vous voyez que cette solution du législateur néerlandais nous saisit de vertige et fait naître de nouveaux problèmes éthiques. D'abord, est-ce que lorsque je serai dans cet état très dégradé de la maladie, est-ce que si je suis attaché à la vie, puis que je trouve finalement que la vie vaut quand même la peine d'être vécue, même dans un état dégradé, est-ce que ma voix pourra encore être entendue ou est-ce qu'on va m'opposer ce que j'avais dit avant d'entrer dans la maladie? Et me dire, ah non, c'est trop tard, vous avez signé, vous avez consigné dans vos directives anticipées que vous vouliez l'euthanasie. Voilà, transgression éthique majeure, un manquement à la dignité de la personne. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas là, ils commencent à peine. Parce que si j'ai le droit de demander l'euthanasie à partir du moment où j'ai la maladie d'Alzheimer, on va exercer sur moi une amicale pression. Parce que je vais avoir un temps où je peux encore demander l'euthanasie, mais après c'est trop tard. Je serai trop dégradé sur le plan intellectuel pour rentrer dans toute cette procédure de l'euthanasie. Donc est-ce qu'on ne va pas exercer sur moi une incitation, c'est maintenant ou jamais, où il faut demander l'euthanasie. Alors, ce problème immense que j'évoquais pour montrer à quel point une loi ne permet pas de résoudre les problèmes éthiques, mais résout certains problèmes et en fait naître de nouveaux, ce problème, nous allons l'aborder d'une façon un peu plus large, en replaçant les patients, leurs familles et les professionnels en contexte. Et nous allons entendre notamment Pascal Césaro, tout d'abord, qui est maître de conférence en études cinématographiques au sein de notre université et qui va évoquer une temporalité un peu indéterminée où on ne cherche pas absolument à tout contrôler. Et puis, nous entendrons ensuite Marie Gaille, qui est directrice au CNRS, dans le domaine des sciences humaines et sociales, qui est philosophe de formation. Et enfin, Fabrice Xil, qui est membre du comité consultatif national d'éthique, dont on sait qu'il a rendu un avis sur la fin de vie qui a marqué les esprits il y a 2 ans. Voilà, donc je vais leur demander de me rejoindre sur la scène et ils vont avoir une vingtaine de minutes chacun pour nous montrer comment eux pensent la temporalité de la fin de vie et ce seront des éclairages complémentaires
qui ouvriront ensuite sur un débat avec la salle. Donc, comme l'a dit notre président, nous allons commencer par visionner un petit documentaire de Pascal Césaro qui peut-être va nous dire quelques mots en préambule. Alors c'est un grand documentaire, c'est pas un petit. Et c'est un film de recherche qui est issu d'une immersion que j'ai faite dans le centre de soins palliatifs qui s'appelle La Maison, qui est à Gardanne, et durant lequel j'ai travaillé au plus près des actes quotidiens du soin, avec l'idée que peut-être la caméra pouvait être aussi pour ces personnes qui sont toujours dans une activité intense et très prenante, la possibilité de se regarder et de réfléchir à leur travail et de questionner aussi les manières qu'elles avaient d'être ensemble et de développer cette prise en charge assez particulière. Donc l'extrait que vous allez voir, il est assez court, hein, il dure un peu plus de 5 minutes, et on l'a choisi ensemble parce que il montre ces petits gestes du quotidien que font les soignants notamment. Et il faut aussi que je précise une chose, c'est que ce film, il a été fait à un moment où, à la Maison de Gardanne, les membres fondateurs, une grande partie de l'équipe partaient à la retraite, et où ils essayaient de mettre en place une logique de relève, de passation de leur démarche. Et donc vous allez voir dans ces séquences parfois des soignants travailler en binôme, ce qui est rarement le cas en réalité. Mais il se trouve que dans ce moment-là de leur implication, ils avaient vraiment envie de traverser avec les nouvelles personnes les situations réelles et de pouvoir ensemble en discuter. Donc voilà, vous allez voir une petite séquence et après, peut-être, si vous voulez, je pourrais développer un peu plus. Oui. Christian ? Oui. C'est nous. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Alors, regardez, on est accompagnés. Bonjour Christian. On est accompagnés, voilà. Bon, voilà, donc on va s'installer pour... Christiane a un petit pansement à refaire, qu'on fait tous les 2 jours. Et de temps en temps, on vient, nous, faire le soin pour voir un petit peu l'évolution. Voilà. Tiens, je vais mettre ça sous la jambe de Christiane, comme ça. Je l'utilise. Voilà. Pas posée à 17h, je vais la poser à 20h. Ah oui, c'est ça que tu veux. C'est 20h à 8h. C'est la morphine faire sur 12 cc, je fais sur 14 cc. Je comprends pas le principe de pourquoi on fait ça en fait. Parce que Ce ça n'est dure pas longtemps, mais pas un Oui, mais bon, c'est pas obligé de faire ça. Tu peux faire sur 12. C'est Voilà. ce que j'ai dit, qu'elle ne s'inquiète pas. Non. Je dis, moi je le fais parce qu'après on a l'habitude. Mais sinon, il vaut mieux demander à l'équipe Non. de nuit de changer la seringue. Voilà. Donc à ce moment-là, tu demandes qu'on change la seringue d'abord, avant. Par exemple, on peut la poser maintenant et la changer à 22h. Ouais. Et tu sais qu'elle ira, si c'est une seringue de vitesse 1, tu sais qu'elle ira de 22h à 10h. S'il faut la changer à 10h et à 22h. Tu vois ? Donc ça, c'est le plus courant. Après, ça se peut qu'on réfléchisse à d'autres choses, mais ensemble. Vous ne prenez pas d'initiative seule de mettre des choses comme ça. Voilà. Parce que c'est toujours sujet quand même à faire des erreurs. Donc il faut rester sur les choses simples, tu vois. Et il vaut mieux demander à quelqu'un de changer la seringue, voilà. Voilà. Ciao, ciao.
Pascal. Rebonjour. Et Michael qui va amener une petite table carrée du coup. Pour que je puisse m'installer là. C'est pas mal aussi hein, qu'on puisse choisir des pots. Des pots à disposition. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une bonne idée des pots à disposition de... Encore du temps, il n'y en a pas. Ouais, il n'y en a pas, il n'y a jamais la bonne dimension. C'est pas l'aîné, Non, c'est pas les îles. c'est la troisième. C'est la troisième. C'est Margot. Ah, c'est vrai. Vous avez une famille nombreuse. Mais voilà, ils sont tous là. Hein. Bon, je vais vous laisser déjeuner tranquillement. Oui, d'accord. Et peut-être à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure peut-être. Donc elle a fait C'est ses 36 et nous on met 6. Et tu vois, elle avait déjà eu de la rapidité. Ouais, hier, on lui a fait Ça un- ne pas empêché d'être à 2,92 son nom. Je pense qu'elle est pas du tout équilibrée. Hein. Je pense que ça sera pas trop. Voilà. Ok, c'est bon? Ouais. Donc là on a mis et là on a mis. 17 mars. Regarde Manon. Sois tranquille Manon. Tu n'es pas la pression, Tant tu qu'à es travailler. juste filmer, écouter et C'est observer. horrible, c'est horrible. Je disais tout à l'heure à Manon, putain, la pression, c'est 18 âges. Bon, on fait ça chaque fois que quelqu'un vient. Merci beaucoup. Pour l'instant, je vois pas tellement ce qu'on peut rajouter. Vous êtes tous au fait de la situation, vous avez vu comment ça a évolué et tout. Pour l'instant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on lui apporte les soins de confort dont elle a Oui, besoin. parce que ce matin, quand elle était très très agitée, vous savez, elle voulait tout faire, on voyait qu'elle voulait qu'on la fasse. Comme elle l'a déjà fait d'ailleurs. Elle bougeait, alors qu'elle en a d'habitude, mais là, elle bougeait, elle en faisait, voilà. C'est pour ça que là, de là, on lui a fait une piqûre de calmant, Pour la et depuis, paisible. ça va mieux. Hein. Elle est plus paisible. Là, elle était paisible. Moi, je préfère l'avoir paisible quand elle est... Oui, bien sûr, mais après, on ne peut pas tout contrôler non plus. Hein. Il y a des moments d'agitation qui sont aussi sa manière à elle de réagir sur ce qu'elle est en train de vivre. On ne peut pas tout gommer non plus. Hein. Donc, on essaye de faire pour le mieux, mais si on gomme tout, elle va dormir tout le temps. Peut-être que c'est important aussi si elle voit qu'il y a des gens qui autour de toi, bien sûr. Donc on verra, son mari va arriver vers 21h, je Oui, crois, ce soir. 8h30 sera là. Bon, ben, nous, on ne sera plus là, mais s'il faut repasser, je repasserai sur le plus tard, mais je repasserai ce soir. Manon, Calorène. C'est mon fille. On met le bolus maintenant, hein. D'accord? On pourra faire la petite toilette après. Ok. De quoi vous avez envie? Vous avez du coca là, est-ce que vous voulez un peu de coca? C'est pas du coca. C'est pas du coca? C'est du jus de raisin. Pardon, c'est du jus de raisin. Est-ce que vous mettez un peu de jus de raisin? Ça vous dit un petit peu? Bien, eh bien écoutez Pascal, je vous laisse la parole pour que vous nous disiez quelques mots sur ces images. Oui, très, très rapidement. Ce qui me semblait intéressant à travailler avec le personnel, c'est comment les choses peuvent évoluer et s'adapter tout au long de la prise en charge. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais rien qui est finalement décidé définitivement et qu'à la fois l'entourage, à la fois la personne, à la fois l'équipe travaillent en collectivité pour choisir ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Et je pense que c'est ce qu'on voit un peu dans cette séquence où finalement, même quand on apprend, en fait, on se rend compte qu'il y a pas, il y a des choses simples qu'il faut savoir appliquer, mais qu'après il faut savoir s'adapter à la situation. Et voilà, c'était surtout ça que je voulais montrer. Et cette capacité d'adaptation, elle est liée avant tout
à l'acceptation de la culture de l'autre, c'est-à-dire de pouvoir accueillir la personne telle qu'elle est, tels que sont ses besoins, si elle a envie de manger dans la chambre, si elle a envie de rencontrer des gens à l'extérieur ou à l'intérieur. Voilà, il y a cette souplesse de l'équipe qui est tout le temps en écoute et en discussion aussi pour rendre cela possible. Voilà, c'était pour moi essentiellement le message principal que je voulais faire passer à travers cet extrait. Je ne sais pas s'il y a des réactions dans la salle, si quelqu'un voulait intervenir. Il n'y a pas Jean-Marc Lapiana par hasard, parce qu'on l'avait invité, mais il est peut-être un petit peu en retard dans les bouchons. Bien, écoutez, de toute façon, on se prendra un temps tout à l'heure, à la fin des 3 exposés, donc ce sera l'occasion peut-être de revenir aussi à des échanges intéressants qu'on voit dans l'extrait, dans un couloir où il se dit des choses très, très importantes quand même. Alors je me tourne donc vers Marie Gaille, qui est une philosophe qui a des missions au CNRS, l'Institut des sciences humaines du CNRS, c'est ça, et qui travaille sur la fin de vie, l'accompagnement des personnes. Et donc Marie, tu vas nous présenter la temporalité peut-être sous un autre angle encore. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir à tous. Alors, je voudrais d'abord remercier Ex-Marseille Université, tout particulièrement Marilyn Crivello, qui est à l'origine de ce festival, d'avoir eu le courage, en fait, aussi, non seulement de proposer le thème du corps à corps en général, mais particulièrement aussi d'y insérer avec donc, le congrès de gériatrie qui a lieu de l'autre côté du port, une séquence sur la question de la fin de vie. Je pense qu'effectivement, ce sont des sujets qu'on aborde plus ou moins, mais on voit bien que le débat public sur la question de la fin de vie est extrêmement intense, soutenu, et que c'est une thématique qu'il faut pouvoir aborder collectivement. Donc bravo pour cette séquence, et puis je suis très heureuse de retrouver aussi des collègues avec qui j'ai l'occasion de temps à autre de travailler. Je précise enfin, avant de rentrer dans le vif du sujet, que je ne parle pas en tant que directrice de l'Institut des sciences humaines et sociales, même si c'est effectivement ma fonction actuelle et qui me laisse peu de temps pour la recherche, mais plutôt en lien avec des travaux de philosophie que j'ai faits, et des travaux de philosophie que j'ai faits aussi avec une attention particulière à la pratique clinique. Alors peut-être pour partager quelques éléments de réflexion avec vous, une des choses qui m'a beaucoup intéressée ces dernières années, puisque j'ai commencé à travailler sur les questions de fin de vie, de demande d'aide à mourir au tout début des années 2000, c'est de remettre un peu d'histoire et de complexité dans la notion d'accompagnement, qui paraît extrêmement banale, quotidienne. En plus, on l'utilise pour beaucoup d'actes et de gestes de la vie quotidienne hors du contexte de la fin de vie. Et puis, peut-être un autre point sur lequel je voulais effectivement insister un petit, dans cette perspective, c'est comment la médecine s'est appropriée cette notion d'accompagnement, qui au départ a pu être considérée comme un pis-aller, un petit peu de l'exercice de la médecine, ou une sorte d'acte de surcroît par rapport à des compétences médicales, et comment finalement elle peut permettre de capturer avec certaines tensions, avec certaines contradictions, des gestes, des actes et une façon d'être vis-à-vis de personnes qui sont dites en fin de vie, qui est tout à fait majeure. Et puis comme effectivement la question bien d'identifier, sans réponse évidente, de savoir comment on appréhende la fin de vie pour des personnes qui sont sujettes à des maladies neurologiques évolutives, j'évoquerai des travaux de collègues qui proposent en fait des pistes ou en tout cas des termes qui essayent de capturer à travers des propositions, des manières d'accompagner la fin de vie pour ce type de patients. Et si effectivement ce thème du corps me paraît aussi important, c'est que, comme chacun peut s'en rendre compte, à un moment donné, on est rattrapé par son corps dans l'expérience de la vieillesse et du vieillissement.
et on doit faire avec. Voilà. Il exerce de fait, dans la condition de santé ou de maladie, un certain nombre de contraintes qui induisent des décisions et des formes d'action voilà, contre lesquelles on ne peut pas aller. Alors aujourd'hui, cette notion d'accompagnement semble un peu capturer finalement voilà, la bonne manière d'être vis-à-vis des personnes en fin de vie, et j'ai rebalayé un certain nombre de textes ou de propos, que ce soit des textes légaux, des textes éthiques, ou des textes liés à une littérature institutionnelle, par exemple celle de la Haute Autorité de Santé ou de la Fondation Vaincre Alzheimer, par exemple, où le terme d'accompagnement sur la fin de vie réapparaît effectivement sans cesse et désigne un peu la norme à adopter lorsqu'on travaille avec des personnes qui sont en fin de vie. Acte d'accompagnement qui se traduit dans 1001 formes de pratiques, de paroles, de gestes, etc. Mais c'est bien effectivement cette notion qui est utilisée de façon extrêmement récurrente aujourd'hui et qui fait pont, et ça je pense que c'est important, qui fait pont entre différentes sphères. Entre la sphère de la vie sociale, civile, puisque tout le monde comprend la notion d'accompagnement, entre la sphère professionnelle, des professionnels de santé, puisque la notion a été aussi appropriée dans ce milieu professionnel, entre la sphère du débat public et aussi de la loi, puisque la notion apparaît dans la loi. Donc il y a une sorte de traversée très complète à travers ce terme d'accompagnement. Et pourtant, il me semble effectivement important d'en souligner la complexité et l'histoire aussi, dans l'histoire dans les 40-50 dernières années de la pratique médicale, puisque ce qu'on lit quand même dans cette courte histoire du dernier cinquantenaire à travers différentes spécialités, c'est au départ que cette notion d'accompagnement était désignée effectivement un pis-aller. L'échec de la médecine, confronté à l'absence de guérison possible, et on le voit très bien dans un certain nombre de témoignages au début des années 80 d'écrivains ou de personnes qui sont malades du sida, qui décrivent leurs médecins. Et je pense notamment aux travaux d'Hervé Guibert, qui oppose un médecin qui l'accompagne, qui a accepté de s'occuper de ses petits boutons, etc., de ses symptômes. C'est le docteur Chandy, dans Un ami qui ne m'a pas sauvé la vie, et qui va finalement être celui qui, en partie, suit son patient dans sa dégradation corporelle, et par opposition à un autre médecin qui va chercher des traitements expérimentaux aux États-Unis, qui donne l'espoir de la guérison et qui est encore dans ce schème de la guérison. Et cette notion d'accompagnement, au départ, elle a effectivement décrit cette médecine un peu en échec ou de pis-aller. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment, au fil de ces 40-50 dernières années, la notion d'accompagnement a acquis, je ne dirais pas nécessairement de façon tout à fait consensuelle, ni dans toutes les spécialités médicales, mais quand même une forme de légitimité pour reconnaître quelque chose qui est important dans l'acte de soin et dans les pratiques en milieu de soins. On le voit dans un certain nombre effectivement d'autres spécialités médicales que celle de l'accompagnement de la fin de vie, mais c'est extrêmement prégnant dans la médecine de soins palliatifs, dans la gériatrie, dans les services de réanimation où on traite des cas dans certaines situations de fin de vie. Et si vous vous souvenez du film Hippocrate, le père qui accompagne son fils lors de son premier jour de stage dans le service dit en 2 mots, je te le dis, dans ce service, on fait beaucoup d'accompagnement parce qu'on soigne beaucoup de personnes, enfin on traite beaucoup de personnes en fin de vie. Mais voilà, d'un air de dire, ça va pas être facile pour toi mon fils, mais il va falloir que tu passes cette épreuve. Voilà, donc cet accompagnement de la fin de vie, je dirais qu'il est intéressant d'analyser les usages de la notion peut-être sous 2 angles, déjà sur le sens général et puis aussi sur les tensions qu'il me semble recéler malgré tout. Alors, le sens général, on le voit à la fois dans le domaine du soin, dans le domaine de l'accompagnement et notamment de l'éducation spécialisée, dans certains domaines de la politique d'assistance et de protection sociale. En fait, c'est une signification qui s'est un petit peu distribuée entre l'idée d'être solidaire, donc une valeur forte dans la société française, qui est parfois capturée dans d'autres sociétés par la notion de justice, mais il y a l'idée effectivement d'être en solidarité avec la personne, donc
c'est par différence avec l'indifférence. On pourrait, et ça a été quelque chose qui a été beaucoup aussi commenté, et c'est quelque chose aussi qui s'oppose au fait de vouloir nuire. Donc un principe médical évidemment fondamental. Donc accompagner, c'est une valeur positive, et c'est effectivement raccroché. Ça l'a été dans les textes qui ont été produits au milieu des années 2010, en 2014, à la suite de la sollicitation du président François Hollande d'avoir une nouvelle réflexion sur la question de la fin de vie. L'accompagnement a été très mis en avant dans un avis du comité consultatif et dans un certain nombre de textes qui ont inspiré le législateur, comme marquant cette valeur de solidarité, non seulement une empathie individuelle, mais aussi une solidarité sociale de la société accompagnant ces personnes en fin de vie, et en particulier se préoccupant des inégalités socio-économiques liées à la fin de vie. Et l'autre versant, ou le second versant complémentaire de cette notion d'accompagnement, en tout cas dans le contexte social français, c'est d'accompagner une personne qui doit faire son propre cheminement. La notion d'accompagnement, elle dit aussi « je ne vais pas prendre la décision à la place d'eux, je ne vais pas faire à la place d'eux, je ne vais pas dire à la place d'eux, j'accompagne la personne ». Donc il y a un espace pour une forme d'autonomie de la personne dans la manière dont elle va exprimer ce qui compte pour elle, ses valeurs, ses principes, etc. Donc il y a vraiment les deux qui sont les deux sens, solidarité, empathie, et puis d'autre part laisser un espace à l'autonomie de la personne, que ce soit effectivement pour formuler ce qui compte ou prendre des orientations qui sont encapsulées en quelque sorte dans cette notion d'accompagnement. Néanmoins, je disais qu'il y avait des formes de tension, à mon sens en tout cas, parce que ce qui m'a beaucoup frappé quand on analyse la littérature législative ou paralégislative, les débats à l'Assemblée nationale et la littérature éthique, il y a une sorte de déplacement, me semble-t-il, de cette notion d'accompagnement qui, dans les années 80, au moment où très lentement se constituent les soins palliatifs en France, un peu en retard par rapport à la Grande-Bretagne, la notion d'accompagnement était plutôt rattachée aux soins palliatifs. Et on lui opposait, ou était opposé à cette perspective-là, une vision du droit à mourir, de l'accompagnement, enfin non pas de l'accompagnement justement, du fait de répondre à des demandes en vue de mourir. Et c'est là l'ouverture du débat effectivement sur l'aide active à mourir ou l'euthanasie. Il y avait une sorte d'espace assez tranché entre les soins palliatifs qui accompagnaient et puis d'autre part un intérêt ou des discours favorables à une aide active à mourir. Et ce qui est très frappant dans les années 2010, et c'est encore le cas à mon sens aujourd'hui, c'est comment la notion d'accompagnement aujourd'hui finalement embrasse tout le spectre des actes possibles et des prises de position morales vis-à-vis de la fin de vie et notamment de la question de l'aide active à mourir, et finit par embrasser à la fois tout ce qui recouvre les soins palliatifs, mais aussi des choses qui peuvent déboucher sur des formes d'actives à mourir. Et donc est devenue une sorte de valeur assez consensuelle. On le voit notamment dans ces textes produits dans les années 2014, avec Jean-François Delfrécy notamment et d'autres auteurs, où on a l'impression que le débat éthique est un peu recouvert par cette notion d'accompagnement très consensuel, mais qui en fait cache des options morales qui peuvent être extrêmement différentes, à la fois par rapport à ce qu'on peut considérer comme qu'est-ce que bien prendre soin d'une personne en fin de vie, ce qu'elle dit, ce qui est peut-être en arrière-plan de ce qu'elle dit, etc. Quelle position on a par rapport à une aide active à mourir, etc. etc. Alors, voilà peut-être pour ce premier point. Un deuxième point qui me fera très vite venir vers les maladies neurologiques évolutives, c'est peut-être analyser à partir du témoignage d'un médecin. J'aurais pu le faire à partir d'autres choses, mais c'est un témoignage qui m'a beaucoup frappé. Comment effectivement la médecine peut basculer, ou l'exercice du soin, dans toute la diversité des professions présentes à l'hôpital, peut effectivement basculer d'une vision un peu péjorative de l'accompagnement à quelque chose de positif pour l'exercice même de la médecine.
Et donc le témoignage dont je voulais vous parler, c'est celui d'un médecin américain qui s'appelle Atul Gawande, qui exerce sur la côte Est. Et j'avais eu la chance d'aller il y a une dizaine d'années à New York, et j'étais tombée dans une librairie sur ce livre qui était partout sur une table, qui s'appelait Being Mortal. Donc c'était très frappant comme table, parce qu'effectivement, voilà, être mortel. Et c'était le titre de cet ouvrage. Et c'est un médecin qui raconte, encore une fois, voilà, il y a d'autres sources qu'on pourrait évoquer, mais c'est un médecin qui raconte avoir été élevé en médecin, hein, j'entends, dans effectivement cet objectif de guérison, et petit à petit avoir pris conscience qu'il devait se déplacer par rapport à cet exercice de la médecine uniquement normé par l'objectif de guérison. D'abord parce que, souligne-t-il, la société américaine, comme nos sociétés, connaissent une transition démographique avec des personnes vieillissantes qui vivent très longtemps néanmoins, avec des états de santé, des longues fins de vie, d'une certaine manière, pas la dernière période qu'on qualifie de fin de vie, et que ces personnes-là, elles ont encore des envies, des choses à dire, des positionnements, des préférences. Donc voilà, accompagner ces personnes qui vont souvent et viennent entre leur maison et leur domicile, dans les souhaits qui sont les leurs. Et puis, l'autre chose, effectivement, qu'il souligne, c'est l'incapacité qu'il a eue et qu'il a apprise, une capacité qu'il a petit à petit acquise au contact des personnes très âgées, en mauvais état de santé, s'approchant peu à peu de leur fin de vie, finalement, de déplacer son monde de valeurs et d'apprendre à ne plus juger en fonction des valeurs de la personne bien portante que l'on est tenté d'appliquer donc à des personnes dans des graves situations pathologiques. Alors évidemment, dans cette façon de voir les choses, qui est encore une fois très intéressante, et puis qui est un apprentissage douloureux, en fait, tel qu'il le relate, pour réinscrire finalement la présence de la mort et de périodes de fin de vie dans l'exercice de la médecine et développer une autre manière de soigner, il y a tout un espace qui est laissé... alors, il n'emploie pas d'ailleurs de façon prédominante cette notion, mais à l'autonomie, aux préférences, au monde de la vie des personnes vieillissantes, à ce qui compte pour elles. Et j'emploie cette expression aussi en écho à des travaux de sciences sociales qui ont beaucoup mis en avant, pour les personnes malades d'Alzheimer, cette idée qu'on doit essayer de capter malgré tout ce qui compte pour ces personnes. Donc ce médecin, voilà, réinvestit finalement tout un espace lié à l'expression de ce qui compte pour les personnes. Alors par rapport et ça sera mon dernier point, par rapport à cet espace qui est ouvert en fin de vie, évidemment, et ça a été bien repéré dans le dernier avis du Comité consultatif national d'éthique, il y a des cas difficiles, complexes, et qui sont notamment liés à ces personnes qui sont dans des situations de maladies neurodégénératives. Donc simplement peut-être pour ouvrir 3 pistes, et je passerai ensuite la parole à Fabrice Gzil. Je trouve que dans ces situations où finalement il n'y a pas, on est souvent les professionnels de médecine, les familles, les accompagnants, etc., sont de toute façon confrontés à une certaine frustration dans la décision, dans l'accompagnement des choses. J'ai été très inspirée par des travaux qui mettent en avant des formes de consentement un peu différentes de la forme du consentement classique. Oui, je consens en tant que personne majeure, compétente, etc. Et notamment qui mettent en avant l'idée d'un consentement raisonnable, c'est-à-dire on sait qu'on ne peut pas atteindre la figure idéale typique, la figure du consentement au sens classique du terme, tant sur le plan moral que juridique. Et donc on va viser une forme de consentement qui pourrait paraître en un sens dégradé, mais qui est la seule que raisonnablement on peut atteindre. Donc ça, c'est un premier point. Une autre source de travaux qui a exploité l'idée de consentement par transfert sur les personnes dites de confiance. On peut parfois y recourir, mais parfois il y a des personnes qui sont isolées. Mais en tout cas, effectivement, l'idée d'un consentement par transfert sur des personnes qui ont bien connu la personne en fin de vie, malade neurodégénérative, et qui sont donc capables de témoigner pour elle de ce qui a compté ou de ce qui compte pour elle, et aussi
un élément important. Et puis un troisième point que j'aimerais souligner et qui me semble tout à fait central et qu'on le voit très bien dans le documentaire de Pascal Césaro, c'est la question du temps et des ajustements, des micro-ajustements permanents du soin. Et je tiens à le souligner parce que, alors a fortiori en tant que philosophe, je suis éduquée avec des notions abstraites, conceptuelles, des principes, etc. Et souvent le temps passe à la trappe, car ce n'est pas un principe, le temps, en fait, sur le plan éthique ou moral, en tout cas pas immédiatement. Mais je pense que ce que nous apprennent ces situations et les pratiques cliniques ou celles des proches et des accompagnants dans l'espace privé, domestique, c'est aussi, face à des personnes qui sont malades neurodégénératives, l'apprentissage un peu obligé d'un soin qui est très processuel et qui se réajuste constamment. Et qui peut permettre, dans cette espèce de temporalité un peu dépliée, constamment souple, de faire des arbitrages, en fait, et de s'orienter peu à peu vers des formes ajustées d'accompagnement de la fin de vie, et en tout cas acceptables à la fois pour la personne et ceux qui en prennent soin. Voilà, donc 3 petites pistes: consentement raisonnable, consentement par transfert, et puis ajustement constant du soin, qui peuvent non pas répondre de façon tranchée, forte et positive à la complexité de ces situations, mais qui peuvent capter des manières de faire finalement peut-être les meilleures que l'on puisse atteindre dans ces situations. Je vous remercie. Sans transition, nous allons entendre Fabrice, qui a été interpellé à travers l'avis du comité d'éthique, mais qui va peut-être prendre un peu de hauteur aussi par rapport à cet avis. Alors, je ne sais pas si je vais prendre de la hauteur. En tout cas, je ne parlerai pas de l'avis du CCNE. Je voudrais moi aussi remercier très chaleureusement Madame Crivello de son invitation. On est vraiment très heureux et honorés de ce croisement de nos 2 manifestations. Je suis très heureux de retrouver Marie Gaille, qui a présidé il y a quelques mois mon jury d'habilitation. Et puis, je voudrais dire la gêne qui est la mienne. C'est le choix qu'on a fait ce soir, mais quand même, on va parler de fin de vie en étant des philosophes et des spécialistes de cinéma, alors qu'il y a dans la salle d'éminents spécialistes des soins palliatifs, il y a des cliniciens, il y a des soignants. Elisabeth Quignard et notamment Viviane Mourmand ont animé un atelier cet après-midi sur le sujet. Donc il y a des gens qui ont une autre réflexion, une pratique de ces réalités qui n'est pas la nôtre, même si on n'est pas protégé de la fin de vie parce qu'on est philosophe et de cette expérience-là avec des proches. Mais donc, je voudrais... Voilà, vous voyez qu'on a choisi d'aborder le sujet d'une certaine façon, qu'on aurait pu le faire autrement, et donc on le fait avec beaucoup d'humilité. Je voudrais faire un constat assez simple, qui est un constat que, au premier abord, penser cet accompagnement de la fin de vie dans le champ de la maladie d'Alzheimer en particulier, c'est tout sauf facile. D'abord parce que quand vous parlez de maladie d'Alzheimer, c'est une vie qui est en général dans le grand public, dans l'opinion, qui est très puissamment disqualifiée, invalidée dans son sens ou dans sa valeur. Et vous l'avez vu dans le débat sur la fin de vie, dans le grand public, pour beaucoup de gens, s'il pouvait y avoir, et dans les discussions qu'on avait avec nos familles, avec nos amis, souvent nos interlocuteurs nous citaient cet exemple-là comme une des raisons de légiférer sur l'aide à mourir, comme une situation de vie particulièrement difficile à vivre. Et donc, en raison peut-être des troubles cognitifs, de la perte d'autonomie fonctionnelle, dans une société qui est une société de la performance, de ce sentiment parfois de perte de soi, ou d'une personne qui a des difficultés à être présente à elle-même et aux autres et au monde, on a du mal à se représenter cette vie-là, cette vie avec cette maladie-là, comme une vie, une expérience de vie digne d'être vécue. Et on se la représente souvent, quand on est en bonne santé, comme quelque chose que l'on ne voudrait pas vivre. À force, dans le champ de la fin de vie elle-même, indépendamment du champ de la maladie d'Alzheimer, la fin de vie elle-même, elle apparaît elle aussi comme quelque chose dénué de sens et de valeur. Nous sommes dans une société qui est pressée,
société de la performance, de la rapidité, et on entend parfois, souvent même, des questions du type: à quoi sert ce temps? Quel est le sens? Quelle est la valeur de ce temps de la fin de vie? Puisque la mort va de toute façon advenir, puisque c'est une période qui s'accompagne dans un certain nombre de cas de souffrance et de douleur, pourquoi est-ce qu'on ne la hâterait pas? Pourquoi on ne hâterait pas la survenue de ce décès? En tout cas, quel est le sens et la valeur de ce moment-là? Et c'est des questionnements qu'on entend parfois, notamment dans le champ du grand âge, où la fin de vie, Marie l'a dit, ça s'apparente parfois à un long mourir, à une vie qui n'en finit pas de finir, et pas seulement dans la phase terminale ou agonique. Et donc, parler de soins dans le contexte de la fin de vie d'une personne atteinte de maladie d'Alzheimer, on a l'impression que c'est doublement paradoxal. Et qu'on peut se demander quelle est la valeur, le sens et la valeur de ce soin lui-même. Quelle est la valeur, le sens de cet accompagnement de la fin de vie dans des situations qui sont doublement disqualifiées d'un point de vue social, du fait de la présence des troubles cognitifs et du fait de la mort qui approche. Lucie Le Chevalier-Hurard est une sociologue qui avait notamment fait des travaux pour montrer que le travail du soin dans les maladies neuroévolutives, c'est parfois être présent auprès des absents. Elle avait étudié des auxiliaires de vie et le travail d'aide-soignante. Quand il n'y a plus de réciprocité dans le geste, les interrogations parfois sur le sens et la valeur de ce soin et comment ces professionnels essayaient et agissaient pour y remettre du sens et de la valeur. Alors comment on peut, face à ce constat d'une disqualification de la vie avec des troubles cognitifs, de la fin de vie et par conséquent du soin de ces conditions, la première, c'est que je pense qu'on a intérêt, j'avais essayé de le montrer dans un petit livre qui s'appelle « La maladie du temps », que la disqualification de la vie en Alzheimer aujourd'hui, elle rappelle quand même très fortement ce que Susan Sontag disait de ce qu'elle appelle les maladies mythiques, c'est-à-dire la peste, le choléra, plus récemment le cancer et le sida, avec cette idée que développait Susan Sontag que toutes les sociétés ont eu besoin, à un moment donné, d'avoir une maladie qui représentait une figure du mal absolu, qui cristallisait les angoisses individuelles et collectives, et dont on faisait les personnes atteintes des victimes, souvent des victimes potentiellement contagieuses. En tout cas, cette maladie n'était plus seulement un phénomène biologique, pathologique, ça devenait une figure du mal, au sens fort. Et on a le sentiment, alors le Covid est un peu venu compliquer les choses, mais on a quand même le sentiment que depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, la maladie mythique de notre temps, c'est quand même en grande partie Alzheimer. Mais ce que nous rappelle Susan Sontag, c'est aussi que c'est un effet de notre époque et que si on la perçoit de cette façon-là, de cette façon aussi tragique, c'est peut-être en partie parce qu'elle joue ce rôle anthropologique très particulier d'être la maladie mythique de notre temps et de cristalliser nos angoisses individuelles et collectives. Donc Sontag rappelle que c'est les maladies dont on parle, cancer, sida, Alzheimer, ce sont des maladies graves, très graves. Elle ne dit pas qu'une maladie mythique, c'est une maladie imaginaire, une fausse maladie. En revanche, c'est une maladie sur laquelle on ajoute une symbolique négative, on ajoute une sémantique de rejet et des phénomènes de disqualification. De la même façon, je trouve qu'il y a un certain nombre, et le documentaire de Pascal Césaro le montre, le temps de la fin de vie, il n'est pas nécessairement dépourvu de valeur et de sens. C'est un temps, d'ailleurs, à la Fondation, on aimait bien dire le temps de la fin de la vie. La fin de vie, et cette espèce de raccourci traduction française de l'anglais, c'est un temps qui peut être où peuvent être présentes des douleurs, où peuvent être présentes des souffrances de tout temps, de toutes sortes. C'est un temps qui peut être angoissant, mais c'est aussi un temps quand l'accompagnement ou le soin est présent, quand il est compétent, quand il est attentionné, quand les personnes qui nous sont chères peuvent être présentes. C'est un temps qui peut avoir de l'importance pour la personne qui est en fin de vie, pour ses proches également. C'est un temps qui peut avoir du sens et de la valeur. Je ne veux pas l'idéaliser. Je sais que les conditions de la fin de vie en France aujourd'hui sont loin d'être optimales et je pense qu'il ne faut pas le nier, mais en tout cas, c'est un temps qui n'est pas nécessairement un temps qui est dépourvu de sens et de valeur. C'est pas, on est dans un moment de dynamique comptable, ce n'est pas un temps coûteux et inutile. Ça peut être un temps nécessaire et indispensable pour se préparer à mourir ou pour se dire au revoir.
Donc, à ce moment-là, si vivre en Alzheimer et ce moment de la fin de vie ne sont pas dépourvus de sens et de valeur, le sens du soin à ce moment-là invite à être repensé, et peut-être que le soin que l'on prodigue au moment de la fin de vie, qui est à la fois un soin parfois très technique, et on voit la compétence que ça nécessite, il y a une technicité de ce soin, et puis c'est un soin qui a aussi une relation très humaine, mais peut-être que, loin d'être dépourvu de sens et de valeur, c'est peut-être le soin par excellence. Ça nous raconte peut-être quelque chose de ce que c'est que prendre soin, que d'observer précisément l'accompagnement de la fin de vie d'une personne avec des troubles cognitifs. Peut-être que ça nous permet de comprendre ce que c'est que le soin, un soin qui considère la personne dans sa globalité, qui s'attache à comprendre ses problèmes de santé, ses douleurs, ses souffrances, à les soulager, qui considère la personne dans sa singularité, dans ses valeurs, dans ses attachements, dans son lien à son corps. Et j'ajouterais, et ce sera ma conclusion, Pierre, c'est l'idée que peut-être que ça nous apprend que le soin, c'est fondamentalement un soin du temps. Que prendre soin, c'est prendre soin du temps, que le soin véritable, il est capable de redonner de l'épaisseur, du sens et de la valeur au temps. Alors ça veut dire, si on joue un peu sur les mots, que le soin, c'est aussi d'abord une présence, je ne suis pas le seul à le dire, une façon d'être présent à soi-même et aux autres, un soin, une présence qui sait parfois se faire discret, mais un soin, une présence qui atteste aussi d'une forme de non-abandon et d'une forme d'inconditionnalité de la présence auprès de la personne. Donc encore une fois, je ne veux pas l'idéaliser, mais en préparant idéaliser ces situations, et pour vous illustrer un peu concrètement ce que j'ai essayé de dire, j'ai relu un texte de Catherine Olivet qui était paru dans la revue Jalmal, Jusqu'à la mort accompagner la vie. Et Catherine Olivet avait été confrontée à 2 parents malades en même temps, une mère qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer et un père en même temps qui avait le cancer. Et sa mère était dans un processus de long mourir, et Catherine Olivet écrit qu'elle avait hâte que la vie de sa mère s'achève pour pouvoir s'occuper de son père qui avait un cancer. Elle savait qu'on n'arriverait pas à sauver sa mère, mais que peut-être, avec les soins adéquats, son père pourrait être guéri de son cancer. Et finalement, c'est son père qui part le premier, qui meurt le premier. Et Catherine Olivet est heureuse que sa mère ne soit pas morte plus tôt. Elle a encore quelque chose à lui dire, elle a encore des choses à lui parler, il y a encore quelque chose qui se passe. Il y a ce renversement très beau, et elle le dit, j'ai vraiment souhaité que le temps de sa fin de vie s'abrège, mais j'étais extrêmement heureux qu'elle survive à mon père et qu'on puisse se témoigner notre amour à ce moment-là. Merci. Merci à tous les 3 de nous avoir fait prendre la mesure de la complexité de ces problèmes autour de la maladie d'Alzheimer et de la fin de vie. Comme le disait Fabrice, c'est vrai que l'euthanasie vient assez spontanément à l'esprit quand on évoque cette maladie, et puis en même temps, dans la réalité concrète, on voit bien à quel point cela paraît très difficile à mettre en œuvre. Et pourtant, c'est un débat éthique, c'est la raison pour laquelle j'aimerais que la salle puisse réagir à ces divers témoignages et peut-être, pourquoi pas, proposer aussi un point de vue différent. Bonjour et merci beaucoup pour tous ces mots. J'ai effectué l'accompagnement de fin de vie de ma mère, qui était une personne traumatisée par la Deuxième Guerre mondiale et qui a été dépressive pratiquement toute sa vie. Et curieusement, donc à la fin de sa vie, elle avait Alzheimer ou une maladie, parce qu'on n'était pas complètement sûr, une maladie proche d'Alzheimer. Et en fait, c'est la première fois de ma vie où j'ai vu ma mère apaisée. Donc, quelque part, cette maladie d'Alzheimer permettait de trouver une paix
Et donc, ça me permet de rebondir sur ce que vous venez de dire. C'est l'importance de ce temps-là, ce temps de fin de vie. Et que quelque part, en se préparant à mourir, eh bien, enfin, elle ne s'en rendait pas compte, mais quelque part, à l'approche de la mort, elle se réconciliait grâce à cette maladie avec la vie, qui lui avait fait beaucoup souffrir. Elle était libérée du passé, quelque part. Oui. Merci. Oui, moi, je suis accompagnant de ma femme qui est... je suis aidant, proche aidant de ma femme qui est atteinte de la maladie à corps de Lévy, qui est en phase d'accélération de la maladie, perte de la parole, difficulté à communiquer, etc. Je suis extrêmement frappé par la symétrie qu'il y a, symétrie sur laquelle l'éthique doit nécessairement se pencher, entre les gestes qui, dans la communauté humaine, accompagnent l'entrée dans la communauté, et ceux qui, de manière inverse et symétrique, accompagnent la sortie. Je pense là qu'il y a un problème qui mériterait d'être réfléchi très très profondément. On a tous été des enfants, on a tous eu des parents qui nous ont appris à parler, c'est-à-dire qui nous ont appris, qui nous ont souhaité bienvenue dans cette communauté humaine où la parole définit l'identité humaine. Parce que tant qu'on ne parle pas, on est une espèce d'aphasie hors humanité, qui nous a appris la propreté, le soin de soi, le contrôle, et je n'en parle pas à la légère pour faire un mot, le contrôle sphinctérien et des choses qui sont extrêmement importantes et dont tous les psychanalystes savent qu'ils ont une importance colossale dans la suite de notre vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la phase terminale, dans l'accompagnement, il y a la même question qui se pose, mais à l'envers, c'est-à-dire comment je continue à maintenir dans l'humanité quelqu'un qui, progressivement, donne tous les signes de son abandon de l'humanité. Et je pense que c'est une question cruciale. C'est-à-dire que je pense que s'il y a un problème éthique, c'est par là qu'il se pose. S'il y a un problème sociétal, c'est aussi par là qu'il devrait se poser, mais je ne veux pas rentrer là-dedans, parce que c'est trop compliqué, ça fait trop de détours. Et en fait, j'ai lu peu de choses bouleversantes là-dessus. Si j'ai lu La solitude des mourants de Norbert Elias, qui est un livre qui dit nous sommes la société où on meurt seul. Vous connaissez la formule de Pascal, on vit seul donc on meurt seul. C'est une formule qui a la vérité qu'elle peut, en tout cas qui définit parfaitement le monde dans lequel on vit, même au-delà du XVIIe siècle jusqu'à maintenant. On vit seul donc on meurt seul. Est-ce que c'est tolérable que cette évidence nous accable? Donc je me permets de poser cette question. Donc, beaucoup d'émotions autour du livre de Norbert Elias, et beaucoup d'émotions aussi autour de quelque chose que j'ai découvert par hasard dans une librairie, qui est le petit tract de Haïm Corsia, qui est grand rabbin de France, et qui a écrit « Aider à vivre », qui est un très très joli, qui est un livre sur l'euthanasie et sur la position hébraïque, il est rabbin, donc c'est un livre de religieux, sur la position par rapport à l'euthanasie. Et il y a cette admirable phrase qui conclut le livre, que je ne peux pas m'empêcher de vous lire. Il dit, évoquant la situation par rapport à l'accompagnement des mourants, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire, etc., etc. Il est très anti-euthanasie. Il est genre, laisser mourir et faire mourir, c'est pas la même chose. Je pense qu'il a de bonnes raisons de se souvenir de ce que les Allemands avaient inventé, qui s'appelait l'action T4, qui consistait à débarrasser la société des gens qui ne méritaient pas de vivre. Je n'aurais pas évoqué des souvenirs pénibles. En tout cas, il dit cette phrase: la seule chose que nous puissions faire à la mort est de nous y préparer et de lui sourire. Aider à vivre jusqu'au bout de la vie. Et je trouve c'est extraordinaire de dire que le rôle d'un aidant, le rôle d'un accompagnement est peut-être le comble de l'éthique, d'une éthique émotionnelle ou d'une émotion empreinte d'éthique, c'est d'apprendre au mourant à sourire devant sa propre mort. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci pour ce beau témoignage. Bonsoir, je voudrais défendre un point de vue un peu différent. Je suis très sensible à tout ce qui a été dit, j'ai suivi toutes les conférences depuis le début.
Je trouve parfaitement admirable de vouloir aider les gens à vivre, à continuer à vivre dans les meilleures conditions possibles. Ma position personnelle, c'est que il y a des choses que je n'aurais pas envie de vivre. C'est un choix personnel, c'est un choix qui existe chez une certaine quantité de personnes. Nous sommes effectivement pas majoritaires, mais je revendique la possibilité d'être aidé à mourir et je choisirais le suicide assisté parce que j'estime que c'est ma décision, que c'est ma responsabilité, que j'ai toujours été responsable de ma vie, que j'ai toujours fait mes choix et je ne demanderai à personne de faire le choix de me garder en vie contre ma volonté. Mais c'est un choix que je revendique. Le jour où je serai en état de mourir, peut-être que je changerai d'opinion. Mais en attendant, je voudrais que cette liberté soit reconnue pour les gens qui le désirent. Parce qu'il y a vraiment des gens qui ont du mal à vivre leur fin de vie dans des conditions difficiles, avec des douleurs insupportables, ou des douleurs psychologiques ou physiologiques. Enfin, voilà, on peut avoir envie de s'arrêter. Même si on n'est pas trop souffrant, même si on a d'autres façons de voir les choses, on peut avoir envie d'en finir. Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce que la seule solution, c'est la solution violente? C'est-à-dire qu'on se suicide en se jetant sous un train, en se flinguant, et des choses absolument abominables, alors qu'on pourrait mourir dans le calme, entouré de ses proches, sans souffrance. Je revendique ce droit-là. Merci. Merci, madame, pour ce témoignage. C'était quand même dans cette optique-là que le législateur avait, en France, commencé à travailler au Parlement. On verra s'il reprend à zéro ou s'il recommence cette logique, mais on allait plutôt déjà vers une aide au suicide. Donc, Félix Pajot, je suis gériatre au Québec et je trouve vos propos assez rafraîchissants et très différents de ce qu'on entend au Québec. Comme vous n'êtes peut-être pas sans savoir que la loi 11 récemment au Québec a donné la possibilité de faire des demandes anticipées d'aide, ce qu'on appelle l'aide médicale à mourir, qui est en fait de l'euthanasie active. Puis, comme gériatre, avec ce que j'entends aujourd'hui, je suis assez d'accord avec vos propos, mais ce qu'on entend au Québec, c'est plutôt ce que Madame vient de dire, justement, les gens veulent choisir, puis quand on est médecin et qu'on s'oppose, on est accusé justement de manquer d'empathie et de ne pas accompagner. Donc vous parlez d'accompagnement, vous parlez de soins, et on nous accuse justement de ne pas être empathique et de ne pas faire de soins quand on adopte une perspective un peu comme la mienne, où justement on veut faire valoir les soins gériatriques de qualité. Merci beaucoup de nous apporter cet écho du Québec. Bienvenue à Marseille. Ça n'a pas été beaucoup abordé, mais j'ai un peu l'impression que ces questions-là, ça amène aussi la question du temps, c'est de l'argent. Et souvent, les questions de fin de vie sont liées aussi... parfois, j'ai eu l'impression, dans la fin de vie de ma mère, que les questions éthiques étaient un prétexte et qu'on faisait vraiment durer la chose. Ça se passait pendant le Covid, pour que les établissements, parce que les établissements comme une maison au bord du monde, là, sont assez rares, en fait. Les EHPAD ne sont pas des établissements aussi... bienveillants, enfin certains du moins, et j'avais un peu l'impression que il fallait absolument que ma mère vive pour que le quota de lit soit à son maximum. Et cette question sociétale m'a choquée, enfin j'ai été indignée alors que c'était d'autres questions éthiques que moi je me posais. Voilà, je voulais aussi parler de ça. On va écouter peut-être Pascal. Est-ce que vous avez eu un regard sur cet aspect ? Je ne peux pas parler au nom de l'équipe soignante. Je peux juste dire qu'il y a une tension constante qui est liée à plusieurs mécanismes. Le mécanisme principal étant la tarification journalière. Enfin, il y a plein de choses qui font que l'économie prend aussi à un moment donné le pas sur certains choix. Mais ce que je peux dire, c'est que dans ce lieu... on n'en parle pas, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui va être mis en avant dans une discussion.
Au début du film que vous n'avez pas vu, je rentre dans le bureau du directeur et il a une liste d'attente de 50 personnes. Et dans la maison, il a 24 lits. Et du coup, il doit réfléchir très attentivement à ces 50 personnes. Il prend son temps, il téléphone au médecin qui accompagne ces personnes et il choisit qui va pouvoir rentrer dans cette maison. Donc je comprends ce que vous dites. Et je n'ai pas de réponse. Après, ce que je sais, c'est que dans ce lieu, on sait que le temps est compté. Et que ça change le rapport humain. Et que tout ce qu'ils essayent de faire, eux, c'est de, comme vous l'avez admirablement dit, c'est de faire que la personne ne se sente pas disqualifiée. Et qu'elle soit en capacité à retrouver un certain nombre de petits plaisirs qui vont compter pour ces jours qui sont comptés. Voilà. Mais je ne peux pas rentrer dans cette réflexion autour de l'économie de la santé et de comment on peut gérer ça mieux aujourd'hui, que ce soit dans les centres, comme vous en avez parlé, comme des EHPAD ou ailleurs, quoi. Je pense que c'est compliqué. Pas de réaction sur cet aspect? En travaillant dans un milieu hospitalier, donc avec des personnes âgées, avec des troubles cognitifs ou non, je vois tellement de personnes, c'est souvent un moment, ces hospitalisations, où se pose la question du devenir de la personne. Retour à domicile, entrée en institution. Et je vois tellement de personnes qui disent « Non, je ne veux pas rentrer en EHPAD, je ne veux pas que ça coûte à mes enfants ». Et quand on a commencé à parler de la fin de vie, moi je n'ai pas d'avis sur la question, je pense que c'est un cheminement pour chacun. Mais par contre, je me suis dit, toutes ces personnes qui disent « je ne vais pas rentrer en EHPAD parce que ça va coûter à mes enfants, je ne veux pas que ça coûte à mes enfants », combien vont dire « je demande le suicide assisté » pour des raisons financières, pour pas que ça pèse sur les enfants. Et quand je vois la rapidité avec laquelle, dans le monde du soin, on prend des décisions, on pense que le consentement est là parce que la personne a dit une fois et puis parce qu'il faut aller vite sur la suite, c'est vrai que c'est une question qui m'inquiète un petit peu. Je vous remercie d'avoir posé la question de la place des considérations économiques et je vais jeter un petit pavé dans la mare. C'est un peu notre rôle de philosophe. Tout simplement pour aussi dire que la manière dont on se pose la question la plupart du temps en France, même s'il y a un gradient de situation socio-économique extrêmement disparate, n'a rien à voir avec la manière dont, dans certaines sociétés du tiers-monde ou extrêmement pauvres, on est susceptible de se poser la question. Et à titre personnel, j'ai reçu des claques éthiques majeures en allant dans des colloques internationaux. Je me suis retrouvée avec des collègues du Pakistan, de l'Inde, du Bangladesh, etc., où en fait la place des considérations économiques, elle est tellement plus radicale. C'est ma vie ou celle de mon fils, la maison, le toit qui abrite la maison, que finalement l'économie, elle n'est pas à côté de l'éthique ou contre l'éthique, elle est complètement prise en fait dans la réflexion de la personne. Alors ça ne veut pas du tout dire qu'il faut aller glisser vers la pente que vous indiquiez, hein, mais simplement ne pas rejeter comme automatiquement sale moralement des questionnements de ce type, parce que dans certaines sociétés ou dans certaines situations socio-économiques, en fait, la question des moyens fait complètement partie de la vie. Et une autre chose qu'on m'avait aussi beaucoup renvoyée dans ces conférences, c'est la relativité de nos valeurs. Et quelqu'un m'avait dit, mais moi, c'est ma famille, c'est le plus important. C'est beaucoup plus important que moi en tant qu'individu, en fait. Voilà, donc à partir de là, ça redéploie les choses un peu différemment. C'est tout ce que je voulais suggérer. Bien, écoutez, je crois qu'on n'aura pas fait le tour de toutes les questions. Je crois qu'on va être quand même obligé de s'arrêter là, mais je vais demander à Marilyn Crivello, à qui l'on doit d'avoir organisé cette session et qu'on remercie encore d'avoir eu cette initiative. Je crois qu'elle a... Merci. Vous avez quelque chose à nous proposer pour continuer les débats, je crois. Voilà, quelques nourritures terrestres et bien vivantes à vous proposer sur
sur les terrasses en fait du MUSEM. Mais avant toute chose, je voudrais aussi à mon tour remercier Pierre Lecoste qui, avec Federico Palermiti, ont été absolument extraordinaires pour organiser ce temps d'échange entre les sciences médicales, les sciences humaines et sociales. Et évidemment, mes 3 collègues qui se sont prêtés au jeu et qui ont fait à la fois un film et des discours absolument remarquables. Merci à vous aussi pour votre présence. J'ai vraiment eu peur qu'il y ait peu de monde pour un tel sujet et je suis stupéfaite de voir la salle pleine. Donc on va ensemble donc, sur les terrasses du MUSEM.